Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Comment aider une personne qui traverse un deuil périnatal ? Comment est-ce que je peux être là, en fait, pour elle ? Qu'est-ce que je peux lui proposer ou ne pas lui proposer ? Et si j'en faisais trop ou pas assez ? Et si cette phrase à laquelle je pense, elle était complètement maladroite et à côté de la plaque ? Et si je réactivais sa peine et sa douleur en lui en parlant, alors qu'elle semblait aller mieux ? Le silence dans ces moments-là, c'est peut-être pas plus mal, non ? Toutes ces questions, vous vous les êtes sûrement posées, vous qui avez la lourde mission d'épauler, d'entourer celles et ceux qui vivent l'arrêt d'une grossesse, le décès de leur bébé in utero au moment de l'accouchement ou après sa naissance. Vos questionnements, ils sont légitimes. Vos préoccupations et vos inquiétudes aussi. Et je sais également qu'il est parfois plus facile de se murer dans le silence et de faire comme si rien ne s'était passé que de prendre le risque de dire quelque chose de maladroit, de prendre le risque aussi de vous confronter à la peine de la personne en face de vous, parce que vous n'avez pas forcément les épaules ou les mots. Et oui, c'est assez normal en fait de ne pas avoir les mots dans ces moments-là, parce que personne ne les a vraiment. C'est une lourde mission donc, mais avec quelques repères, elle devient beaucoup plus facile à remplir. Car cette personne qui a dû dire au revoir à son bébé, elle a besoin de vous. Elle a besoin d'un petit message, d'un mot tout simple, mais qui lui fera un peu de bien, qui lui mettra du baume au cœur, d'une épaule sur laquelle pleurer, d'une oreille attentive et compatissante, d'un geste tendre ou d'un peu d'aide dans son quotidien. Elle en a peut-être besoin maintenant, ou peut-être dans quelque temps. Peut-être aussi qu'elle ne sait pas du tout ce dont elle a besoin, mais votre présence lui permettra sûrement d'y voir un peu plus clair. Pour vous aider à être présent et présente, vous sentir plus à l'aise, je reçois aujourd'hui Solène Ekizian, psychologue clinicienne, docteur en psychanalyse et psychopathologie. Solène est spécialisée en périnatalité et elle connaît bien le deuil périnatal. Surtout, elle a l'habitude de recevoir des patients et des patientes qui vivent cette épreuve. Ensemble, Solène et moi, nous allons donc essayer de vous guider au mieux et de vous donner tous les éléments pour être présent et présente de la manière la plus délicate possible. Bonjour Solène. Bonjour Sophie. Pour commencer cet entretien et pour déculpabiliser les proches, disons-le d'emblée, c'est difficile d'être présent pour une personne qui vit un deuil périnatal. Ça peut mettre l'entourage en difficulté, on ne s'y attend pas, on est sidéré. Peut-être que on a soi-même vécu un deuil périnatal par le passé pour lequel on a été très mal accompagné. Je pense notamment à des témoignages de mamans que j'avais reçus qui me disent « Ma mère, ma grand-mère ont aussi vécu l'arrêt d'une grossesse. Pour autant, ça ne leur permet pas d'être présente pour moi. » Et puis aussi, ce deuil périnatal qui est vécu en première ligne par les parents, il peut aussi être vécu par les personnes de l'entourage qui pleurent elles-mêmes ce bébé décédé. Donc oui, c'est difficile, nous sommes d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qu'on attend véritablement de l'entourage dans ces moments-là ? Mais je crois que c'est compliqué pour tout un tas de raisons, mais je crois qu'il y a vraiment un point central à poser, c'est que l'enjeu et la demande, ça n'est pas que l'entourage comprenne. On ne demande pas de comprendre, parce que de toute façon, c'est pas possible. Quand les personnes n'ont pas vécu de l'intérieur, et quand bien même la personne l'ait vécu de l'intérieur, chaque histoire est différente et unique, et on a aussi chacun sa propre histoire. Mais je crois que la demande a plus de sens de se positionner du côté du être là. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire être là ? Ça peut vouloir dire mille et une choses. Il va y avoir plein de choses possibles, même si l'entourage peut de prime abord penser qu'ils peuvent rien faire.
pour un couple, être là, ça va vouloir dire nous laisser de la distance, nous laisser de la place, nous laisser être dans notre cocon. Mais si on a besoin, on sait qu'on peut vous demander. Et finalement, ça, pour ce couple-là, c'est être là. Peut-être que pour un autre couple, ça va être le fait d'être là, ça va être, par exemple, le fait que les grands-parents, par exemple, se proposent d'aller chercher l'aîné à l'école, qui fait que ça va pas obliger la maman à aller elle-même à l'école et possiblement à rencontrer des femmes enceintes ou des mamans avec des poussettes ou croiser une autre maman qui était au même terme de grossesse qu'elle. Et puis pour cette autre maman, la grossesse évolue positivement. Ça, encore une autre idée, ça peut être par exemple de proposer d'aller faire un brin de course ou d'amener un plat préparé qui fait que ça allège un petit peu par exemple la charge mentale du quotidien. Mais je crois que pour pouvoir essayer de développer des choses, ça a du sens de poser la question en fait aux personnes concernées et peut-être de demander est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin? Et finalement, je crois que ça a aussi du sens que les personnes puissent s'autoriser à dire je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Parce qu'en fait, de dire qu'on sait pas quoi faire ou de dire qu'on sait pas quoi dire, en fait, en tant que tel, c'est faire quelque chose. Oui, effectivement, rien que ces petites choses concrètes, qui peuvent sembler être des petites choses vu de l'extérieur, mais qui sont très importantes pour les personnes endeuillées, voilà, elles sont importantes, elles sont aidantes. Mettons-nous quelques instants à la place d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ou d'une amie qui apprend la nouvelle, qui reçoit un message, voilà, notre bébé est décédé. Il y a de la sidération, on ne sait pas comment réagir à ça, on n'a pas les codes. Je pense qu'il y a pas de mode d'emploi non plus. Malgré tout, on peut quand même guider les personnes qui nous écoutent. Toi, Solène, tu es en contact avec beaucoup de personnes qui vivent un deuil périnatal et qui ont dû annoncer à leurs proches que leur grossesse était arrêtée, que leur bébé était décédé. Parfois, cette annonce, elle suscite des réactions très maladroites, parfois du silence. C'est quoi une réaction adaptée en tant que proche quand on apprend que sa sœur, son frère, son ami vit ce drame? Ce serait quoi la réaction la plus ajustée dans un premier temps quand on reçoit cette nouvelle? Je crois que, un peu en lien avec ce qu'on se disait, je crois que ça a vraiment du sens de nommer peut-être qu'on est là tout en laissant la place. C'est-à-dire que, par exemple, un message, ça pourrait être « Je viens d'apprendre la nouvelle, je suis désolée, je suis là si besoin, si je peux faire quelque chose, dis-moi, je pense à toi, je pense à vous », parce que je trouve que ça a aussi beaucoup de sens de pouvoir inclure le papa ou la conjointe parce que j'ai la sensation un petit peu que les choses évoluent, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un petit peu davantage d'ouverture d'esprit autour du fait que c'est une situation difficile, que c'est complexe, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'ouvre un petit peu pour les femmes, puisqu'elles ont vécu ça dans leur corps, etc., mais que finalement la personne d'à côté, en fait, voilà. Et c'est compliqué parce que bien sûr que c'est différent, mais ça compte aussi. Et donc, ça peut aussi avoir du sens d'englober les deux. C'est-à-dire peut-être que plutôt que de dire à la maman je pense à toi, on peut dire je pense à vous. C'est-à-dire que ça inclut un peu tout le monde. Oui, et puis le vous, au tout début, surtout quand on sait pas trop sur quel pied danser, qu'on n'a pas encore trop d'éléments pour s'adapter au mieux au vécu de la personne en face, ça inclut le coparent, ça peut aussi inclure implicitement le bébé, en quelque sorte. D'ailleurs, dans les choses qui peuvent un peu, entre guillemets, bousculer l'entourage, qui peuvent être assez déstabilisantes, c'est le fait que le deuil périnatal, vu de l'extérieur, est quelque chose de très abstrait. J'ai bien compris, Solène, que l'enjeu n'était pas de chercher à comprendre ce que vivait la personne, mais d'être là. Cependant, est-ce que tu peux expliquer aux proches ce qui se joue à ce moment-là pour les personnes dont la grossesse s'est arrêtée, dont le bébé est décédé, ce qui permettrait justement de prendre davantage conscience de l'importance d'être présent, d'être présente? Mais je crois qu'il y a plusieurs choses importantes à dire, notamment le fait que, entre guillemets, peu importe à quel terme une grossesse s'arrête, il y a quelque chose du côté du bébé qui vient s'incarner dans la réalité, avec le bébé qui grandit dans le ventre de la femme, mais il y a aussi le bébé qui existe dans la tête. Donc ça permet un peu comme ça de distinguer le bébé réel, on va dire, du bébé imaginaire, fantasmé, idéalisé. Et en fait, ce bébé-là dans la tête, il existe possiblement depuis très longtemps. C'est-à-dire que peut-être que
la femme qui portait ce bébé quand elle était petite et qu'elle avait 4 ans et qu'elle jouait à la poupée, qu'elle berçait son petit bébé, qu'elle lui donnait le biberon et qu'elle chantonnait, qu'elle lui changeait sa couche, etc. En fait, elle était déjà dans un être maman, être dans la maternité d'un petit bébé. Et donc, il y a quelque chose où quand un bébé s'incarne dans la réalité, qu'une grossesse arrive, qu'on découvre la grossesse, c'est comme si finalement ces deux bébés venaient un petit peu se rejoindre et se superposer. Mais du coup, si une grossesse s'arrête, il y a la perte du bébé qui était là en constitution, qui était peut-être arrivé à son terme d'ailleurs, mais il y a aussi finalement la perte de ce bébé dans la tête, de ce projet, de ses projections, de tout ce que ça impliquait, qui lui, en général, est là depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, il y a un espèce de double deuil, d'une double perte, finalement. Et pourquoi c'est compliqué quand l'entourage nie l'existence de ce bébé ou de ce bébé en constitution? Il y a bien sûr le fait que l'entourage nie le bébé réel, on va dire, mais il y a aussi le fait que ça vient abîmer tout ça, tout ce qui s'est passé dans la tête, dans l'inconscient. Et donc, pour que la personne, le proche, puisse s'autoriser à ouvrir cette porte et à dire, est-ce que par exemple, tu as envie de me parler de ton bébé, de ce petit bébé, ça suppose aussi que la personne, elle soit un petit peu prête, un petit peu OK sur le fait que peut-être on va déposer des choses avec elle. Et je crois que ça a du sens de reconnaître éventuellement ses limites. Et par exemple de dire, je sais pas trop si on peut en parler, voilà, c'est-à-dire que, mais là aussi, le fait d'essayer de mettre en mots, de se connecter un petit peu à ce qu'on ressent, de s'autoriser à le dire, c'est pas la même chose que de rien dire en fait. Une chose que les proches doivent comprendre, c'est que le silence, l'absence de réaction, c'est très maladroit et c'est potentiellement extrêmement blessant et violent pour les personnes qui vivent cette épreuve. Le silence, c'est souvent la pire chose pour les parents endeuillés. C'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages, qui marque profondément. Cette personne n'a jamais répondu à un de mes messages annonçant le décès de mon bébé. Cette autre personne, je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 6 mois. Elle est revenue ensuite comme une fleur en faisant comme si rien ne s'était passé, qu'il n'y avait rien eu entre-temps. Qu'est-ce que ce silence implique? C'est quoi le problème avec le silence? Justement, je trouve que ça a beaucoup de sens de parler de maladresse parce que assez souvent, les personnes de l'entourage, si on parle un peu avec eux, vont dire qu'ils disent rien parce qu'ils savent pas quoi dire et qu'ils ont peur de dire mal ou ils ont peur de rendre triste, ils ont peur que la personne pleure. Et en réalité, c'est pas le fait que on va parler à quelqu'un qui a perdu son bébé de la perte de ce bébé justement qui génère éventuellement la tristesse ou qui fait tomber les larmes, c'est l'événement en tant que tel, en fait. Et mais ça, moi, c'est des pistes que je donne un peu à mes patients. Vraiment, vraiment, je les encourage à mettre ça en mots. C'est-à-dire à s'autoriser à dire à l'entourage, pour les guider un peu, d'une certaine manière, à dire, mais en fait, pour moi, même si peut-être je vais pleurer, même si peut-être je vais être triste, ça a quand même du sens pour moi que vous en parliez parce que ça montre qu'il a existé, en fait. Et avec le silence, il y a quelque chose du côté du non-dit. C'est-à-dire que si on le mentionne pas, non seulement le bébé est décédé, la grossesse s'est arrêtée, donc on a perdu le bébé, mais en plus on a perdu la possibilité de parler du bébé. Donc on accumule les pertes en fait dans cette histoire, et je crois aussi que ça prive les parents de la possibilité de se sentir être parents, justement. Parce que non seulement ils ont perdu leur bébé, mais en plus on leur en parle même pas, quoi. Donc c'est comme si on ne leur reconnaissait pas cette possibilité d'être parent. Si on prend l'exemple d'un couple avec par exemple le contexte d'une interruption médicale de grossesse où il y a eu un accouchement, en réalité la maman elle a une histoire, un vécu et des souvenirs avec ce bébé que peut-être elle a senti bouger dans son ventre, qu'elle a rencontré au cours d'échographie, que peut-être il y a des images. Au moment de la naissance, peut-être que le couple a vu le bébé, peut-être qu'il y a des empreintes, peut-être qu'il y a des photos, peut-être que le personnel soignant a proposé d'enfiler un petit pyjama sur le corps du bébé décédé, puis après la famille a pu récupérer le petit vêtement, par exemple. On imagine, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et en fait, tout ça, c'est pas du rien, c'est de la matière, c'est du concret, et c'est d'ailleurs des choses. Alors maintenant et de plus en plus quand même, les soignants sont formés à ces questions-là et savent
ont appris que ça compte, que ça aide, que c'est un peu soutenant quand même pour les parents. Et donc, on peut tout à fait concevoir que des gens ne soient pas à l'aise avec le fait d'en parler, mais si on est dans quelque chose du côté du silence, c'est comme si on balayait tout ça. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Oui, et puis il y a le silence qui est lié à la gêne, mais on peut aussi imaginer que certaines personnes ne se sentent pas en capacité émotionnelle, pour de multiples raisons, d'accueillir ces récits de deuil périnataux. Mais au bout du compte, on ne demande pas forcément à tout le monde d'être en mesure d'accueillir ces récits, mais d'être présent d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément dans l'écoute, ça peut être davantage dans l'action, mais en tout cas, d'être là et de manifester à la personne qui traverse cette épreuve qu'on est là. Chaque histoire est unique en fait. C'est-à-dire que la personne qui a vécu ça, elle va être ou pas prête à en parler. La personne de l'entourage, elle va être ou pas prête à écouter, à entendre, à accueillir. Et en fait, on ne demande pas à l'entourage d'être psy en fait. C'est ou de se montrer avec une grande écoute et compréhension, comme vont pouvoir l'être par exemple d'autres couples dans un contexte associatif ou par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un grand soutien entre les parents. En fait, je crois que les attentes et les demandes, elles sont pas là. Elles sont plutôt du côté du, en fait, vous êtes là si on en a besoin. Et si finalement notre besoin, c'est que vous soyez pas là chez nous, mais que vous nous laissiez de l'espace et c'est-à-dire que finalement, le fait de savoir que quelqu'un est là, qu'on n'y fait pas forcément appel, mais que juste si on en a besoin, elle est là et on peut l'appeler, ça fait toute la différence. Et moi, en tant que thérapeute spécialisée dans le contexte du deuil périnatal, je trouve que d'une certaine manière, alors c'est pas la seule raison, mais vraiment ça compte, d'une certaine manière, comment l'entourage va pouvoir être là ou pas, il en dépend la manière dont le deuil va pouvoir s'amorcer, se cheminer. C'est-à-dire que un deuil ne va pas être le même, ou la personne ne va pas pouvoir développer les mêmes possibilités d'une certaine manière, si elle a un entourage qui est là et sur qui elle sent qu'elle peut compter, qu'elle peut s'appuyer, que par exemple si à un moment donné la personne ou le couple bien sûr est dévasté, il y a des larmes qui montent et que l'entourage est là avec le fait que ça peut s'accueillir, ça peut se dire, il en ressort pas du tout la même chose pour le couple que si on est face à un entourage qui montre pas d'ouverture à ça en fait. Tu évoquais le fait qu'un couple peut avoir besoin d'un soutien par la parole, d'un soutien logistique, ou même d'avoir de l'espace et d'être soutenu davantage à distance. Ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que les besoins évoluent. Une personne, à l'instant où son deuil débute, d'ailleurs ne va peut-être même pas savoir ce dont elle a besoin, ne va pas toujours être en mesure de dire « moi, je veux ci, je veux ça, j'ai besoin que tu viennes » ou pas. Est-ce que, dans ces moments-là, on peut imaginer que ce sont les proches qui prennent les devants, qui sont force de proposition, sans rien imposer ? Je pense à une anecdote qui est tout à fait personnelle. Quand j'ai vécu ça, quand je suis sortie de la maternité, le jour même, un ami nous envoie un message et nous propose de venir l'après-midi pour le goûter, d'apporter de quoi goûter et de venir nous voir en fait. Et moi, je n'aurais jamais eu l'idée de dire à quelqu'un de mon entourage « venez ». D'emblée, moi, mon réflexe, c'était « j'ai envie d'être seule ». La personne me propose ça et contre toute attente, on dit oui. Et en fait, ça nous a fait du bien. Qu'on nous le propose sans rien forcer, dans tous les cas, même si on avait dit non, on a été ultra touchés. Parfois, on se sent en plus un peu comme un pestiféré. On se dit, en fait, tout le monde va être effrayé par mon récit, tout le monde va avoir peur de me voir parce que je vais pleurer. Mais voilà, cette personne, elle est venue se frotter à notre chagrin, à notre sidération. Je trouve ça ultra courageux, car tout le monde n'est pas capable de le faire. Et surtout, elle nous l'a proposé sans nous l'imposer. On aurait pu dire non, mais l'intention, elle était là et c'était déjà énorme. Mais je trouve qu'il est magnifique, cet exemple. Et en fait, toute la différence est là. C'est-à-dire que le fait de dire « est-ce que ça vous dit, est-ce que c'est OK pour vous que j'amène le goûter ?» Finalement,
que le couple se sente ou pas, entre guillemets, l'effet positif, il est là quand même. Parce que si finalement le couple dit, non, on préfère être tout seul, il n'empêche que l'intention, elle a été posée et que le couple peut percevoir, ok, en fait, il y avait une pensée pour nous, pour notre bébé, pour ce qu'on est en train de traverser. Donc, c'est vrai que c'est subtil et que c'est pas facile de trouver cette juste distance et comme tu le formulais très bien aussi, de pouvoir prendre conscience que les besoins vont évoluer. C'est-à-dire que moi, je rencontre aussi des fois des couples qui disent, en fait, le décès de notre bébé, ça a fait le vide autour de nous. Et il va y avoir un espèce de mouvement presque, oui, c'est un peu ça, de culpabilité, de dire, bah oui, mais en même temps, c'est de notre faute. Au début, les gens nous ont écrit, on n'a pas répondu, on a dit qu'on voulait pas qu'on nous écrive, qu'on voulait être seul. Et du coup, en fait, l'entourage l'a entendu, quoi. Et donc après, ils se retrouvent bien embêtés puisque éventuellement par la suite, ils auraient aimé que les gens soient là, mais ça donne la sensation qu'en fait les gens s'en foutent, etc. Alors qu'en fait, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans la tête de l'entourage. Mais bon, je crois qu'un conseil qui pourrait être donné, transmis, c'est de dire peut-être que vous pouvez envoyer un message pour prendre un peu des nouvelles et pour dire alors, c'est pas forcément de dire comment tu vas, parce qu'on se doute que possiblement c'est compliqué. Plutôt de dire comment ça va. J'aime bien dire formuler, de demander à la personne comment elle se sent. Comment ça va, en gros, c'est oui, ça va, non, ça va pas. Et effectivement, on imagine que quand on a perdu un bébé, non, ça va pas, hein. Et on se sent peut-être même bête à formuler cette question. Déjà, peut-être de demander à la personne comment elle se sent. Ou si on n'est pas à l'aise avec cette question, ça peut être de dire, par exemple, je pense à toi, je pense à vous. Si on peut faire quelque chose, si vous avez envie qu'on se voit, on est là. Et si la personne dit non, j'ai envie de rien faire, d'accord. Et ça peut même être formulé dans la réponse, de dire, je me permettrai de revenir prendre des nouvelles dans quelques jours, par exemple la semaine d'après. Et là aussi, en fait, ça fait toute la différence. Parce que peut-être que pendant 1 mois et demi, 2 mois, la personne va dire, va décliner, va dire, non. Mais il n'empêche que ça compte. Et si tout à coup ça s'arrête, là, en fait, la personne le remarque. Et peut-être que ça va évoluer de son côté et qu'à un moment donné, la personne va se sentir prête. Et du coup, on passe un peu à côté de quelque chose. Ce que tu mets ici en avant, Solène, c'est la question de la durée du deuil. C'est important que les proches comprennent que le deuil périnatal est un deuil long, que les premières semaines, les premiers mois sont en plus jalonnés de plusieurs étapes, comme la reprise éventuelle du travail, arriver aussi à la date présumée d'accouchement pour les personnes qui ont perdu un bébé avant le terme, et aussi toutes les premières fois sans le bébé, les dates d'anniversaire aussi. Une maman m'a envoyé son témoignage en me disant qu'elle avait eu un message la première année, et après plus rien. Et ça lui avait fait mal. Or, être là, c'est être là sur la durée, et pas seulement pendant la première semaine. Et en même temps, on comprend que les proches marchent un peu sur des œufs, qu'ils aient peur de réactiver quelque chose, la peine par exemple, en envoyant un message, qu'ils se disent « j'y vais pas ». Qu'est-ce qu'on peut dire à ces proches qui hésitent justement ? C'est extrêmement pertinent et important ce que tu dis là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les parents, c'est-à-dire que y a effectivement le fait d'être là au début, entre guillemets, quand ça vient de se passer, quand ça s'est passé, mais il y a aussi, et je dirais que c'est tout aussi important, voire presque plus important en fait, comment ça va se passer après, parce que finalement, ce bébé qui arrête de s'incarner dans la réalité, comment est-ce qu'il y a quelque chose de lui qui va survivre et qui va continuer à vivre et qui fait qu'on va pas oublier son existence? C'est le fait qu'on en parle en fait et qu'il reste présent dans nos cœurs, dans nos têtes. Et donc, je crois que quand l'entourage n'en parle pas, ça veut pas dire qu'ils y pensent pas. Possiblement, ils y pensent dans leur coin, mais ils le disent pas parce qu'ils n'osent pas le dire, parce qu'ils ont peur de faire de la peine, etc. Et je crois que ça aurait vraiment, vraiment du sens d'essayer de neutraliser, c'est le premier mot qui m'est venu, cette croyance que si j'en parle, ça va faire de la peine, etc. Au contraire.
Au contraire. Oui, peut-être que les larmes vont monter, mais c'est pas le fait d'en avoir parlé. Au contraire, il va y avoir des effets positifs parce que ça va montrer à la personne que, peut-être d'une certaine manière, je partage un peu ta peine. Moi aussi, j'ai cette pensée-là pour ton bébé, pour vous. Et tu le disais aussi très justement, la question des dates anniversaires. Il y a un exemple qui me vient là en tête. Une maman que j'ai accompagnée qui m'avait dit, et je trouvais que ça avait beaucoup de sens, quand ça a été le premier anniversaire de son bébé décédé, l'entourage lui a envoyé une pensée. On pense à toi, on pense à ton bébé en nommant le bébé, donc qu'il l'avait beaucoup, beaucoup touché. Et quand ça a été les 2 ans, donc moi j'accompagnais toujours cette personne, il n'y a pas eu de message de l'entourage. Et en fait, ça avait bouleversé cette maman. Et quand elle en avait parlé, elle l'avait formulé. Je trouvais que ça avait une vraie justesse. Elle l'avait formulé en disant, si mon bébé avait vécu, personne n'aurait oublié son anniversaire, mais le fait qu'on n'ait pas de pensée pour cette maman, ou en tout cas là encore, qu'on lui dise, qu'on lui envoie un message, qu'on l'appelle pour lui signifier, ça renvoyait à cette maman la sensation que, on pensait pas, on avait oublié son bébé, etc. Qui n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que peut-être que l'entourage y pensait et n'osait pas ou j'en sais rien. Mais là, il y a vraiment quelque chose du côté de la double peine, quoi. C'est-à-dire que non seulement, on imagine pour cette femme, il y a pas le bébé qui est là, il y a cette date qui vient rappeler ton bébé est pas là, etc. Et en plus de ça, il y a la sensation que l'entourage l'oublie. Et j'avais trouvé ça hyper pertinent. Enfin, je trouvais que ça avait beaucoup de sens, le fait que cette maman puisse dire, mais en fait, si mon bébé avait vécu, mais jamais de la vie l'entourage aurait oublié ces 2 ans. On aurait fait une fête, il m'aurait écrit avant pour demander quel cadeau on achète, etc., etc. Et là, parce qu'il n'est pas là dans la réalité avec nous, du coup, on pense plus à lui de la même manière. Quelque chose d'autre, c'est par exemple la fête des mères, la fête des pères, qui sont aussi des moments compliqués, parce que, un parent qui a perdu son enfant, même si son enfant n'est pas là, il se sent, il a le droit de se sentir parent et donc il y a là aussi un peu cette délicate, heu, position. Est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite pas? Et d'ailleurs, ça me fait me souvenir, une patiente que j'ai accompagnée dans un contexte de deuil périnatal où il y avait quelqu'un de l'entourage qui m'avait contactée en me disant: «Je sais que vous accompagnez, telle personne. Il va y avoir la fête des mères. Je voudrais, offrir un bouquet de fleurs, mais j'ai peur de faire de la peine, je sais pas quoi faire». Alors, la question de la fête des mères, la fête des pères aussi, c'est un sujet délicat. Certaines personnes, elles vont avoir envie d'être reconnues comme telles le jour de cette fête. D'autres n'en sont pas du tout là. Surtout peut-être quand on perd un premier enfant, la question de l'identité, est-ce que je suis une mère ou pas, je suis quoi? Ça peut être quelque chose de très émouvant, voire de très très douloureux. Et ça n'aura pas forcément de sens pour tout le monde de recevoir, par exemple, un bouquet pour la fête des mères. Toute la difficulté pour l'entourage, c'est de s'ajuster, de se mettre au diapason. Est-ce que tu aurais un conseil pour un ou une proche qui se dit « j'ai cette idée, ça peut faire plaisir ou pas du tout, j'ai vraiment peur de passer complètement à côté, d'être à côté de la plaque, comment je fais ?» Qu'est-ce que tu avais répondu justement à cette personne qui t'avait contacté? Alors, honnêtement, j'avais été très surprise, déjà parce que quand un proche ou quelqu'un de l'entourage nous interpelle en tant que thérapeute, en fait, on peut rien en dire puisqu'on est lié au secret professionnel et qu'on n'a même pas le droit de répondre à la question oui ou non sur le fait qu'on suit la personne, parce que la confidentialité va jusque-là. Et mais du coup, moi, j'avais un peu guidé la personne en disant: «C'est pas à moi de répondre à la question, en fait, c'est à la personne concernée» et du coup, je donne cet exemple parce qu'après, du coup, j'en avais reparlé avec ma patiente et cetera et en fait, ça l'avait extrêmement touchée et ça avait beaucoup de sens pour cette personne et du coup, pour que ce soit un moment un petit peu moins complexe, même si bien sûr il l'était, du coup, ils avaient décidé de faire une petite fête, un petit truc avec des petits gâteaux, des fleurs, bon. Mais là aussi, le fait d'aller c'est-à-dire que, si on reprend cet exemple de la fête des mères, je vais sonner chez la personne qui a perdu son bébé, je débarque avec un énorme bouquet de fleurs, possiblement c'est bien accueilli, ça touche la personne, possiblement c'est absolument dévastateur. Parce que ça renvoie à la personne encore plus le fait que son bébé n'est pas là. Mais par contre, si je prends mon téléphone, j'envoie un message en disant
il y a la fête des mères qui approche. J'ai une pensée pour toi. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose? Est-ce que c'est compliqué, t'as pas envie? Ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a une attention autour de, bah voilà, j'ai repéré, il va y avoir la fête des mères. Tu as perdu ce bébé, mais en fait, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'éventuellement on fait quelque chose? Et en fait, on redonne un peu les cartes au premier concerné d'en faire ou pas quelque chose. Et peut-être que si on imagine dans la posture d'une grand-mère, pour elle, ça aurait du sens de faire un petit quelque chose avec sa fille, en pensant aussi au petit bébé décédé. Ça peut avoir du sens de formuler, de dire, bah, moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que... Voilà. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, les proches doivent prendre conscience que tout ne doit pas venir de la personne endeuillée, car c'est une charge mentale très importante d'être toujours en demande. Le deuil, c'est aussi un processus qui est long, qui mobilise euh, toutes les émotions, le mental, le corps. C'est épuisant d'être en deuil. Donc c'est déjà alléger un petit peu les choses que de prendre sa part en tant que proche et de proposer des choses. Euh, D'ailleurs, nous approchons de Noël, des fêtes de fin d'année, dans quelques jours. Est-ce que tu aurais des idées de petites attentions à transmettre aux proches qui se demandent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui aurait du sens? C'est des choses que des patients m'ont confiées et qui leur a fait beaucoup de bien. Donc, je crois que ça a du sens de les livrer dans cet épisode. Par exemple, autour de Noël, on peut, par exemple, faire une décoration pour l'arbre de Noël avec le prénom du bébé, par exemple. C'est quelque chose de symbolique qui a beaucoup de sens. Par exemple, on peut offrir une bougie. Par exemple, on peut acheter une petite plante. On peut faire un petit quelque chose par une créatrice avec une initiale. Bon, je sais pas. Et là aussi, je crois que dans cette offrande, dans ce petit cadeau, il peut y avoir aussi quelque chose amené avec un peu de délicatesse, de dire, ben, voilà, je savais pas trop quoi prendre, mais c'est une manière de dire qu'on pense à toi, qu'on pense à vous, qu'on pense à ce bébé, qu'on n'oublie pas. Et en fait, ça fait extrêmement du bien. Les bijoux aussi. Les bijoux, par exemple, avec une petite initiale ou voilà. Tout ça, c'est du rituel et ça a beaucoup, beaucoup de sens pour eux, en fait. Pour, comme tu le dis, incarner ce bébé et, et, et faire qu'on l'oublie pas. Même si, de toute façon, bien évidemment, on ne peut pas l'oublier, mais ça vient symboliser, mettre du sens sur tout ça. Pour revenir quelques instants sur la notion de durée dans le deuil, et en particulier dans le deuil périnatal, le deuil, c'est un processus. Il y a aussi beaucoup de conceptions du deuil qui circulent, et je pense que c'est important de revenir sur ce qui est profondément le deuil et sur la manière dont toi, tu l'envisages, Solène. Il y a quelque chose qu'il est très important de prendre en considération, c'est que la personne qui vit le deuil, peut-être que en société, peut-être qu'à l'occasion d'un repas de Noël, peut-être qu'à l'occasion d'un verre entre amis, vous allez voir qu'elle sourit, qu'elle rit. Vous allez peut-être vous dire, ah bon, bah là c'est bon. Là, elle ne pleure pas, elle ne pleure plus. Tout est réglé, quelque part. Non. Le fait de rire devant les autres, c'est une photographie à un moment donné. On a le droit de se sentir bien à un moment donné quand on vit un deuil, mais ça ne dit rien de l'état dans lequel on est, de ce qu'on vit intérieurement. Et c'est pas parce qu'on rit lors d'un repas de famille que tout va bien, et peut-être qu'une heure après, on pleurera seul chez soi. C'est important d'en tenir compte. C'est pas parce qu'on rit à un moment donné qu'on a l'impression que l'autre va mieux, que ça y est, hop, c'est réglé, c'est fini, le deuil est terminé. Comme tu le disais, la question du deuil, ça prend du temps, c'est singulier, il n'y a pas de règles. Moi, je me bats un petit peu contre ce schéma-là, un peu classique du deuil, avec les étapes dans le même ordre, qui sont censées être toutes là, comme si on cochait un peu une to-do list. Là, il y a un côté presque un peu psychoéducation sur le fait que je ne crois pas en l'expression faire ou ne pas faire son deuil. C'est-à-dire que c'est pas, on n'allume pas une lumière, quoi. C'est pas on se lève un matin,
mon deuil est fait, ça y est, tout va bien. Ça ne se vit pas, ça ne s'exprime pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un chemin, que ça prend du temps. Quand on attend de quelqu'un que ça va quand même, ça fait 6 mois, là, ça devrait être bon. Mais non, en fait, il y a pas de règles. On ne retrouve pas forcément toutes les étapes, pas forcément dans le même ordre, pas forcément avec la même durée, pas forcément avec la même intensité. Et pour autant, il y a quelque chose qui est là, qui se traverse. Et donc, là aussi, ça suppose en fait que l'entourage puisse se rendre compte finalement un petit peu de tout ça. Ce que le couple, ce que les individus du couple vont donner à voir à un moment T n'est en rien un indicateur de l'état psychique au quotidien. Et je sais que tu amènes souvent cette idée des vagues et elle me parle, elle me plaît beaucoup cette idée-là et elle parle aussi avant tout aux personnes concernées avec cette idée que ben voilà, il y a des moments, heureusement, où voilà, il y a un petit peu un truc up comme ça où bon, il y a peut-être des nouveaux projets, des choses, des nouvelles un peu chouettes qui arrivent, qui changent un peu les idées. On s'autorise à faire un voyage, bon, mais ça veut alors déjà à aucun moment donné ça veut dire qu'on oublie, à aucun moment donné ça veut dire qu'on passe à autre chose, à aucun moment donné ça veut dire qu'on remplace. Ça déjà, c'est des idées qui, je pense, sont importantes à bannir. Et pareil, quand l'entourage se veut essayer d'être réconfortant et qui dit c'est pas grave, vous en ferez un autre, mais ça n'a du sens à aucun moment donné pour personne. Ça n'est pas réconfortant. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi dire qui dit ça. Et effectivement, là, pour le coup, dans ce cas-là, il vaut mieux rien dire que de dire quelque chose de ce type, quoi. Alors justement, puisque tu parles de cette phrase, de ce genre de phrase que les proches peuvent être amenés à penser, à verbaliser, sans même se rendre compte que c'est problématique, justement, quelles sont pour toi les phrases les plus problématiques? Peux-tu expliquer pourquoi ça l'est, pourquoi ce n'est pas réconfortant de dire ça? Et, et si on a absolument envie de dire quelque chose, pourquoi ça, ce n'est pas une option? Pourquoi on n'a pas le droit de dire ça? Il y en a à l'appel, malheureusement, des phrases dévastatrices. Voilà, ah bah vous, ça vous est arrivé à tel terme, vous savez, il y en a, ils ont déjà fait la chambre, etc. Estimez-vous heureux. Mais à quel moment, en fait, ça a du sens d'aller mettre comme ça les souffrances en compétition? Enfin, voilà. Quand il y a des phrases du côté du non, mais de toute façon, si la grossesse s'est arrêtée là, c'est que il était pas viable. C'est la nature est bien faite. C'était un problème génétique grave et puis bah voilà, c'est mieux comme ça. En fait, toutes ces phrases sont donc pareil, l'idée de vous en ferez un autre, etc. Toutes ces phrases sont problématiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se pensent être réconfortantes. Celui qui l'émet pense qu'il va apporter quelque chose, mais en réalité, elles nient complètement le vécu de la personne et les émotions de la personne, quand bien même éventuellement ça aurait du sens de dire ça. Quand on dit un truc comme ça, en fait, on plaque sur le parent endeuillé un propos et on lui laisse pas l'espace et la possibilité de ressentir et de vivre à l'intérieur d'elle quelque chose. Parce qu'en fait, quand bien même une grossesse qui s'arrête au cours du premier trimestre, c'est le signe que peut-être génétiquement il y avait un problème, quand bien même éventuellement ce soit vrai, à quel moment c'est réconfortant d'aller dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui vient juste de se prendre la foudre sur le coin de la figure, quoi. Et le fait de lui plaquer cette phrase-là, c'est comme si c'était d'une logique implacable, parce que malheureusement, des fois, elle est énoncée par des soignants en plus. Donc, c'est un soignant, lui, quand même, il sait, il a des connaissances que moi, j'ai pas, etc. Et en fait, très honnêtement, à part faire du mal à la personne et aller activer éventuellement la carte de la culpabilité, ça n'a aucun intérêt, en fait. Et c'est pour ça que quand il y a un truc qui nous vient là et qu'on se sent un peu con, quoi, qu'on ne sait pas trop quoi dire, justement, autorisez-vous en tant que personne de l'entourage à vous connecter un peu à ça et à dire à l'autre, en fait, je suis désolée, mais je sais pas quoi te dire. C'est terrible ce qui t'arrive. Je sais pas quoi te dire d'autre. Qui suppose que ça va laisser la place à la personne en face de se sentir un peu considérée dans cette horreur, quoi. Voilà. On lui renvoie qu'effectivement c'est terrible, c'est horrible et on en a
comment dire, les mots nous échappent, quoi. Un autre point sur lequel on peut s'attarder quelques instants, le deuil périnatal, il frappe en premier lieu les parents qui attendaient ce bébé, les personnes qui attendaient ce bébé, mais aussi celles qui sont autour. Je pense notamment, par exemple, aux grands-parents qui vont être très peinés de savoir que la grossesse s'est arrêtée. Peut-être qu'ils s'étaient projetés dans leur rôle de grands-parents vis-à-vis de ce bébé. Ça peut être aussi les frères et sœurs des personnes qui vivent ce deuil, ça peut être aussi des amis à qui on avait déjà proposé d'être les parrains et marraines, par exemple. Toutes ces personnes-là, ces personnes de l'entourage, elles peuvent être traversées par ce deuil. Leur chagrin, il est légitime. En revanche, les situations qui en découlent peuvent être délicates. J'ai reçu plusieurs fois des témoignages de personnes qui me disaient, par exemple, ma mère pleure beaucoup, mais moi, je suis pas en mesure de la consoler, en fait. C'est moi qui ai perdu mon bébé, c'est moi qui ai besoin d'être consolée en premier lieu. Ou alors, un tel s'est mis à pleurer près de moi. J'ai l'impression que quelque part, on me confisque mon deuil. Alors, c'est peut-être encore plus vrai quand il n'y a pas d'espace pour exprimer ce qu'on ressent et qu'en plus, à côté de toi, on a une personne qui ne l'a pas vécu dans son corps et qui pleure beaucoup. C'est très dur, en fait, de porter le deuil des autres quand on est soi-même, par exemple, en plein postpartum sans son bébé. On peut avoir l'impression qu'on nous confisque notre chagrin, qu'on s'approprie ce deuil. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à l'entourage ? Ben, je crois que effectivement, ça a totalement du sens que les parents ne soient pas OK pour porter ça, parce qu'en fait, c'est pas à eux de le porter. Donc, je crois que ce qu'on peut conseiller à l'entourage, s'ils sentent que véritablement ça les touche, etc., et ils en ont totalement le droit, puisque eux aussi peut-être s'étaient projetés, imaginés avec ce bébé arrivant dans la famille. Je crois que ça a du sens d'aller consulter en fait, pour pouvoir aller travailler ça à un endroit où c'est sa place d'être travaillé. Il y a un moment donné où on s'occupe un peu chacun de sa patate chaude, quoi, si je peux le dire un petit peu comme ça. Mais par contre, là où ça peut avoir du sens aussi, c'est le fait de pouvoir témoigner à l'autre du fait que ça nous touche intensément. Et selon comment c'est amené, finalement, alors peut-être sur le sens symbolique, mais finalement aussi au sens réel, on peut pleurer ensemble cet enfant. Mais il y a quelque chose où, dans quelle mesure, quoi? C'est-à-dire que il y a des situations que des femmes vont pouvoir raconter, qu'il y a un côté un peu se donner en spectacle, même si je sais pas si les personnes qui le font ont cette conscience-là, mais d'un truc. Exactement, d'un truc un peu comme ça, drama, où quelqu'un de l'entourage va, voilà, se mettre à pleurer dans des gros sanglots et où finalement, la maman, le coparent va pouvoir se sentir un peu dépossédé de quelque chose. C'est-à-dire que non seulement j'ai pas mon bébé, il est pas là, mais en plus c'est comme si on me privait de l'opportunité d'exprimer que, voilà, comme si on venait exprimer, presque me voler l'absence de mon bébé. Enfin, je crois qu'il y a un truc un peu comme ça qui peut être ressenti, être perçu. Et alors, qui ne veut pas dire que les membres de l'entourage, encore une fois, n'ont pas le droit de ressentir et d'éprouver ça. Mais peut-être que, si on sent que c'est là et ça nous déborde, on se prend un peu en main pour en faire quelque chose, quoi. Il y a une question qui me vient, c'est que en tant que proche, on peut se faire aussi beaucoup de soucis pour la personne endeuillée. D'autant plus qu'on n'a pas de repères, que tous les vécus sont possibles, que le deuil périnatal, il est long. Et c'est vrai qu'on peut se dire à un moment donné, ça va pas, mon amie, elle est terrée chez elle depuis 6 mois, elle a coupé tout contact avec nous, avec ses proches. Il y a quelque chose qui cloche. Les inquiétudes, elles sont légitimes et on peut se dire, moi, en tant que proche, il faut que je fasse quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça. Alors l'idée, c'est pas d'amener les choses avec une posture jugeante, du genre ça fait 6 mois, faudrait aller mieux, mais l'inquiétude, elle peut être légitime, on peut se poser des questions. Est-ce que là, c'est pas en train d'être une dépression, ce qui peut arriver aussi. En plus, en tant que proche, on peut se dire, c'est aussi de ma responsabilité de peut-être de lui donner des contacts de psy, de sentir qu'il y a quelque chose qui dérape. Et encore une fois, ne pas l'amener en jugeant le deuil de l'autre. Comment faire, en fait ?
Peut-être que ça peut être formulé là aussi en essayant d'être dans la délicatesse, de dire tu sais, je me fais un petit peu du souci pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Peut-être que la personne elle-même peut avoir des pistes. Si la personne n'a pas de piste elle-même, peut-être que ça peut avoir du sens de s'autoriser à faire des recherches, trouver des contacts de professionnels formés au sujet et là aussi, en essayant un peu d'être délicat, peut-être de glisser le contact, de dire j'ai trouvé ce contact. Alors donc ça peut être un psychologue spécialisé, un psychiatre spécialisé, ça peut être le contact d'une association, ça peut être des ressources, donc par exemple le podcast, des comptes Instagram par exemple qui sont dédiés, et en essayant là aussi de l'amener avec délicatesse, de dire j'ai trouvé ces contacts-là, je me suis dit que peut-être tu pourrais en avoir besoin, les voici. Mais là aussi, quand je dis la délicatesse, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de plaquer le truc sous le nez et de dire faut que tu fasses ça. Ça marche pas, là aussi. Parce que ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, c'est le fait de porter une ressource auprès de l'autre dont il va pouvoir se saisir ou pas, mais dont peut-être il se saisira plus tard aussi. Et il y a aussi le fait, je crois, que des fois, ça nous renvoie un peu à notre propre impuissance. Et là, peut-être qu'il y a aussi du travail à faire pour les membres de l'entourage. C'est-à-dire que ça prend du temps et que peut-être la personne est effondrée et en même temps, ça a du sens qu'elle le soit. Et bon, il y a quelque chose comme ça qui chemine, qui va cheminer. Mais et il y a quelque chose d'autre aussi qui me semble très important à dire, c'est que dans cette idée de l'entourage, donc il y a les proches, il y a la famille, les amis, les collègues. Moi, je trouve aussi, alors pas dans l'idée des proches, mais dans l'idée de l'entourage, et je fais ce mouvement-là, il y a circulaire, il y a l'idée du cocon, moi je le formule comme ça avec mes patients, de dire on va créer un cocon autour de vous. Et donc dans ce cocon autour des personnes, il y a aussi un cercle de professionnels. Et ça a vraiment du sens de s'autoriser. Et donc là, je le dis peut-être davantage pour les personnes elles-mêmes concernées, mais c'est important aussi que les proches peut-être puissent l'avoir en tête. On a le droit en fait d'être exigeant dans les professionnels qu'on choisit. Et si à un moment donné on rencontre quelqu'un qui tient des propos qui ne nous conviennent pas, en fait on a le droit de changer de professionnel. Et c'est une question de rencontre. Donc, déjà, est-ce que le professionnel est formé ou pas à ce sujet? Donc, on a le droit de faire un peu des recherches. Et là, du coup, peut-être que l'entourage peut avoir un rôle à tenir. C'est-à-dire que quand soi-même on est éprouvé, par exemple, par la perte d'un bébé, peut-être qu'on n'a pas en fait les ressources d'aller se mettre sur son téléphone et de chercher où est-ce qu'il y a un psy spécialisé, par exemple. Et moi, ça m'est arrivé de rencontrer des patients qui m'ont dit au début, je savais pas trop si j'avais envie de venir, mais mon entourage a fait des recherches, ils vous ont trouvé, ils m'ont donné votre contact, ils ont un peu insisté, donc j'ai pris rendez-vous. Voilà, je suis là, je sais pas trop. Et des fois, en fait, ça donne quelque chose de chouette, c'est-à-dire que la personne va cheminer, va dire ouais, en fait, ils avaient raison, j'en avais besoin. Ou des fois, ils vont dire je suis venue une fois, j'ai besoin de temps, et puis des fois, je les revois quelques mois après. Ou des fois, quand ils viennent, ils disent on m'avait donné votre contact il y a un certain temps, et moi, j'ai mis du temps à pouvoir y venir, voilà. Donc là, voilà, peut-être que l'entourage a peut-être à l'intérieur de lui davantage de ressources et d'énergie à consacrer en fait à ces recherches-là, quoi. Mais là aussi, il y a quelque chose du côté d'une subtilité, d'une juste distance, c'est-à-dire qu'on ne colle pas sous le nez le numéro en disant il faut y aller. Ben non, enfin, et d'ailleurs moi je le vois, ça m'est arrivé de recevoir des gens qui viennent en me disant on m'a dit qu'il fallait que je vienne, donc je suis là. Mais en fait ça marche pas. Si la personne elle-même, alors peut-être n'en est pas là, n'en est pas encore là, ou ne visualise pas comment ça pourrait avoir du sens pour la personne, ça marche pas, quoi. Merci énormément Solène pour tous ces éléments de réflexion. Merci à toi Sophie pour ton invitation et pour ce joli moment et cette opportunité de dire et de transmettre ces choses, et j'espère qu'elles trouveront un écho pour peut-être les couples même qui traversent ces moments difficiles, et puis peut-être qu'ils pourront se saisir de cette ressource pour la transmettre.
Cet entretien touche à sa fin. Un grand merci à Solène Ekisian pour son intervention dans Au revoir podcast. Pour résumer, voici 3 clés à avoir à l'esprit pour vous qui faites partie de l'entourage d'une personne qui vit un deuil périnatal. Ce deuil est peut-être très singulier, peut-être que pour vous ce sera aussi très abstrait, mais dans tous les cas, soyez là, manifestez votre présence. Comme le dit Solène, on ne vous demande pas de comprendre, mais d'être présent ou présente. Ensuite, les mots, ils nous échappent parfois quand il s'agit de parler de ce deuil. Mais pour autant, ne vous murez pas dans le silence, car ce silence invisibilise et c'est encore plus douloureux. Si vous ne savez pas quoi dire, si vous avez peur de commettre une maladresse en employant tel ou tel mot, un message pour exprimer des pensées, pour exprimer votre soutien, c'est déjà une marque d'attention importante. N'hésitez pas aussi à dire « Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose ?» Et enfin, ce deuil, il est long et il est important d'être là sur la durée, de parvenir à se manifester par des messages, des petites attentions. Si vous avez peur de commettre un impair, eh bien demandez à la personne endeuillée si elle a besoin de quelque chose. Ou bien dites-lui, j'ai pensé à ça, est-ce que ça te semble adapté ? La charge mentale d'une personne qui vit un deuil périnatal est déjà très importante, alors n'hésitez pas à faire preuve d'initiative. Et si vous avez un doute, rendez-vous sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast, pour poser toutes vos questions. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser cet épisode. Merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des témoignages inédits. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.